Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kélim, des ustensiles qui contractent l'impureté et ceux qui ne contractent pas l'impureté. Le 20e chapitre, Halacha Aleph. Le Rambam nous dit que Garbeyano l'a déjà expliqué dans le chapitre 17, chez Kol Yidot HaKelim, que tout auxiliaire d'un ustensile, toute chose qui a un manche d'un ustensile, toute chose qui est liée avec un ustensile, Shakli Tsarich Rabishat Tashmisho, et que c'est nécessaire à l'ustensile pour pouvoir bien fonctionner au moment où il est en train de fonctionner. Ari Chashuv Akeguf Kli, il est considéré, ce manche, ce yad, il est considéré comme l'ustensile lui-même. Et donc, l'ehitame, pour que ce manche-là va devenir impur avec l'ustensile, si l'ustensile est devenu impur, le manche aussi est devenu impur, ou l'étame, et aussi pour rendre impur. C'est-à-dire que de la même manière que si un aliment, un liquide, va toucher cet ustensile, il va devenir impur. De la même manière, s'il touche ce yad de l'ustensile, yad dans le sens ici, de pas traduire littéralement main, mais dans le sens donc d'une manche de l'ustensile, quelque chose qui est auxiliaire à l'ustensile, donc lui aussi, il va devenir impur. Il va rendre impur aussi. En conséquence de ça, leur a dit plusieurs halachot, c'est la raison pour laquelle, celui qui enduit un récipient en argile qui est en bon état, lui, donc, il vient rajouter sur cet ustensile en terre cuite qui est en bon état, il vient rajouter encore un enduit au-dessus. Eh bien, il me dit, si l'ustensile est devenu impur, les aliments liquides qui vont toucher donc cet enduit, ce qui a été rajouté à l'ustensile, cet enduit n'était pas nécessaire pour l'ustensile, il était déjà bien sans cela vu qu'il était en bon état. Eh bien, ces aliments Tehorin vont être purs, bien que l'ustensile en lui-même, il est impur, mais ce qui est autour de ça n'est pas lié avec l'ustensile. Parce que l'ustensile n'avait pas besoin de cet enduit qui a été rajouté. Mais celui qui enduit une couche d'argile, un ustensile en terre cuite, qui est craquelé, qui est déjà fissuré, alors ce qui est rajouté, cette couche d'argile, oui, considéré comme l'ustensile lui-même, et si l'ustensile est devenu impur, les aliments, les liquides qui vont toucher cette couche d'argile vont aussi devenir impurs. Le Ram nous dit, celui qui rattache un ustensile en poterie, un récipient en poterie chez Dolim Baetamaim, avec lequel on puise de l'eau, donc c'est-à-dire un seau, s'il a recouvert avec une peau, avec un parchemin, avec un yotzeber, des choses similaires à cela, pour que ce récipient de poterie va être plus fort, est-ce qu'il n'était pas dans un bon état? Dans ces cas-là, c'est considéré comme le corps de ce récipient-là, c'est considéré comme le seau lui-même, parce que ce seau avait besoin d'un renfort, mais si ce seau n'avait pas besoin de renfort, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme le seau lui-même. Halachabet, atofel klicheres yotme vachelbo. Celui qui met une couche d'argile sur un récipient en poterie pour pouvoir cuire dessus, il veut faire cuire des choses sur le feu, et donc il a déjà un récipient en poterie, mais lui il rajoute encore une couche au-dessus. Et inochibour, cette couche-là qu'il a rajoutée n'est pas considérée rattachée à l'ustensile. Et encore une fois, on ne va pas rappeler à chaque fois dans ce chapitre-là, quand on dit c'est pas rattaché, c'est-à-dire que si l'ustensile lui-même, il est devenu impur, ce qui a été rattaché, ce yad, ce qui est auxiliaire, ce qui est rajouté, ce qui est un manche de cet ustensile-là, n'est pas devenu impur, parce qu'il n'est pas rattaché avec cet ustensile-là. Donc ici aussi, il a rajouté une couche d'argile sur ce récipient en terre cuite pour faire cuire. Mais pour faire cuire, il n'y a pas besoin de rajouter une couche d'argile, le récipient en terre cuite est largement suffisant pour faire cuire des choses ordinaires à l'intérieur. Par contre, si Tafal Kelim, c'est la raison pourquoi il a rajouté une couche d'argile sur les ustensiles en terre cuite, pourquoi il a fait ça? C'est le Yotzofet Ben, pour pouvoir faire cuire de la poix à l'intérieur. Alors dans ces cas-là, c'est oui Chibo, c'est oui considéré rattaché, parce que pour cuire de la poix, il y a besoin d'un feu qui soit plus fort, et même si c'était un ustensile qui était déjà en bon état, mais pour faire cuire de la poix, il y a besoin de renfort. Halacha Gimel, Chavit Niva, un tonneau qui a été troué, Vaasa, et lui, il a bouché ce trou qu'il y avait dans le tonneau, dans cette jarre, Be'avatz, ou bien Batz, d'après une autre version, avec de l'étain, Be'zefet, avec de la poire, Be'gofit, avec du souf, Be'sid, avec de la chaux, Be'givsim,
avec du gypse, Einan Chibour, c'est pas considéré un rattachement, c'est pas rattaché à l'ustensile, ça prend pas l'impureté avec l'ustensile, ou chocolat, parce que c'est pas avec ça qu'on bouche des jarres. Par contre, le chocolat varim, par contre, les autres choses que en général c'est tout à fait normal, avec lesquelles on bouche des ustensiles en terre cuite, Chibur sont oui considérés rattachés. Halacha dalet, dvarim halachina meshurim, des produits qui sont frais, qu'on peut les tartiner, qu'on peut les étaler, comme par exemple donc des herbes qui sont très tendres, avec lesquelles on enduit les grandes jarres d'eau. Il s'agit des grandes jarres d'eau dans lesquelles on met plein d'eau pour mettre sur un bateau. Et on veut les boucher pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau qui est chez lui, pour pas qu'il va y avoir une fuite dans cet ustensile-là. Eh bien, ces choses-là dans lesquelles on enduit donc ces grandes jarres font partie de l'ustensile lui-même. Même si cet ustensile en terre cuite, il a contracté l'impureté par l'espace intérieur, eh bien, les aliments, les boissons qui vont toucher à cette couche-là qui a été rajoutée, donc ce qu'on a dit au début de la Radal, ces choses qui sont frais et épais, avec lesquelles donc on bouche ces grandes jarres, eh bien, la couche elle est devenue aussi impure avec l'ustensile, donc les aliments et les liquides qui vont toucher cette couche, eux aussi vont devenir tmeim impurs. De même, tfeilo shel tanur. La couche d'enduit qu'on met autour du four, aro kecherso, il est comme le cheres, comme la terre cuite, donc le calqué sur le four. Ici, ce qu'on voit, donc c'est le four. Autour du four, ce qu'on a fait, on a fait une tfeila, on lui a donné une couche comme ça qui va garder encore plus la chaleur. Donc, vu qu'il fait partie du four pour garder la chaleur, évidemment, dans l'image que nous voyons ici, le four a été ouvert. Dans tous les cas, vu que on a mis ça pour garder la chaleur qui est dans le four, donc il fait partie du four. Mais le Ram nous dit, combien de couches va faire partie du four? Si on a mis 1 mètre de couche autour, est-ce que tout ça c'est considéré comme le four? La réponse est non. Vous chayez, un maximum, un tefar. Un tefar, c'est une palme qui correspond à 8 cm. Donc, ces 8 cm qui ont été mis autour de la partie initiale du four, donc qui est en terre cuite, on a rajouté donc cette partie d'argile au-dessus. Jusqu'à 8 cm, ça fait partie du four. Si quelqu'un, il a mis plus que cela, parce que tout d'abord, sur le texte du Ram, parce que ça, c'est nécessaire pour garder la chaleur du four, parce qu'on rappelle que c'est dans le four qu'on cuit les choses, pas au-dessus du four en général, quand il s'agit d'un four. C'est pour faire cuire donc des choses à l'intérieur, comme par exemple du pain. Mais si la couche, elle fait plus qu'un tefar, imaginons par exemple, elle fait 20 cm, eh bien, c'est pas nécessaire de faire 20 cm, ça ne sert à rien. Ce qui est nécessaire, c'est uniquement les 8 cm. Donc, si quelqu'un maintenant, imaginons que de là jusqu'à là, il y a 20 cm. Je ne dis pas que c'est le cas, mais imaginons qu'il y a de là jusqu'à là, il y a 20 cm. Alors, si le four est devenu impur, les 8 cm qui sont à côté du four, si quelqu'un, par exemple, il a mis un morceau de pain dessus, le morceau de pain va devenir impur. Par contre, si quelqu'un a mis un morceau de pain sur l'autre partie, donc sur les 12 cm qui restent, donc qui ne sont pas rattachés au four, eh bien, donc les aliments qui vont toucher sur plus, ce qui est après un tafar, ce qui est après ces 8 cm. Dans cette partie-là, les aliments qui sont mis ici seront purs. Maintenant, ce qui concerne la takira. La kira, donc c'est comme un four, juste un fourneau. La différence, elle est que dans le four, on fait cuire en bas à l'intérieur, la chaleur est beaucoup plus forte. Ici, donc, c'est un fourneau dans lequel on peut mettre 2 marmites au-dessus. Donc, c'est pas fait pour garder une grande chaleur à l'intérieur, c'est pour garder la chaleur pour que ce qui est en haut va pouvoir cuire. Alors, si on a fait une tfela, donc tfela, c'est le même principe que nous avons vu avant. Donc, une tfela, donc, on a mis autour de ce fourneau, de cette kira, on a mis une couche d'argile. Eh bien, l'épaisseur n'est pas d'un tefar. L'épaisseur suffira si elle est juste de chiche, elle est seulement, donc, ovio shalosh etzbaot, c'est uniquement 3 doigts. 3 doigts, un doigt, ça correspond au pouce. Le pouce, c'est 2 cm. Donc, uniquement les 6 cm de tfeila, de couche d'argile qu'il y a autour, ça, c'est considéré avec la kira, avec ce fourneau, mais non pas plus. Halachae, chavit nigva, un tonneau, une jarre qui s'est troué, ou stama bezefet, et il a fermé avec de la poix. Mais il a fait yoter mitzoka, il a fermé avec de la poix, mais plus ce qui est nécessaire. Alors, anogea betzorka, celui qui touche donc la partie qui est nécessaire pour boucher le trou, tamé, c'est impur. Donc, si
il y a des aliments, des liquides qui vont toucher donc ce morceau-là donc de la poix qui fait partie de l'ustensile en terre cuite de cette jarre va devenir impur. Par contre, au biyat mitzok, s'il va toucher donc la partie qui n'était pas nécessaire pour boucher le trou, tar, il est pur, donc l'aliment ne deviendra pas impur. Zefet shenatfa lechavit. De la poix qui a coulé sur une jarre, anogé abataos, lui, ce qui va toucher, va être pur. Si un aliment il va toucher, il va être pur. C'est-à-dire que même si la jarre elle est impure, mais l'aliment qui a touché donc ce morceau-là de poids qui est sur la jarre reste pur parce qu'il n'est pas lié à la jarre. La jarre uniquement est devenue impure, mais pas ce qui est dessus. Halachavav, meichan, une bouilloire, shetfalo bechemar, que quelqu'un a recouvert d'une couche d'argile épais, au becharsi, ou bien avec une poterie qui est déliée dans l'eau. Venitma, et la bouilloire est devenue impure. Alors, ça dépend quelle matière il a mis dessus. Est-ce qu'il a mis de l'argile donc qui est épais, l'argile de potier, ou bien s'il a mis une poterie délayée dans l'eau. Anoké, abachema, si ce qu'il a touché, ce qu'il avait mis dessus, c'était de l'argile donc qui était épais. Alors ça c'est oui nécessaire, et ça oui fait oui partie de la bouilloire, parce que ça va rester dessus, même si la bouilloire n'est pas une bouilloire qui est craquelée, c'est une bouilloire qui n'a pas de fissure. Quand même, quand on va rajouter cette couche-là, ça va aider pour la bouilloire, pour garder la chaleur. Donc, ça fait partie de la bouilloire et c'est impur. Par contre, vanogé abecharsit, s'il y a des aliments, des liquides qui vont toucher cette poterie qui est délayée dans l'eau, qui a couvert donc cette bouilloire, et la bouilloire est devenue impure. Mais la partie qui est extérieure à cette bouilloire, tar, est pure. Et donc, ces aliments aussi qui ont touché cette partie extérieure sont purs. Shenachas, c'est une traberlekli, car la poterie délayée n'est pas considérée, elle ne se rattache pas bien à l'ustensile. Donc quand on va mettre cette bouilloire-là sur le feu, elle va finalement, cette couche-là va tomber, donc elle ne fait pas partie de la bouilloire elle-même. Halacha zayin, megufat echavit, le couvercle d'une jarre. Ici, donc, nous voyons la jarre donc, qui est coupée, donc on voit la partie donc, qui nous intéresse. On voit donc le couvercle, et on voit qu'au-dessus, qu'est-ce qu'on a mis? Chez Tafal Betit al Lea Valechavit. Il a mis une couche d'argile sur le couvercle et en même temps sur la jarre. Eh bien, quand même, Ina Chibourla, ce couvercle n'est pas considéré rattaché avec la jarre parce que elle est supposée être enlevée finalement. La finalité, elle n'est pas supposée rester là. Le couvercle est supposé être enlevé. C'est la raison pour laquelle s'il y a des ustensiles, s'il y a des liquides qui sont impurs, qui ont touché la jarre, on avait déjà appris dans le passé plusieurs fois que les sages ont décrété que les liquides impurs vont rendre impurs même des ustensiles. Alors, s'il y a des liquides impurs qui vont toucher cette jarre, la jarre va devenir impure. Et le Ram nous dit ici, vu que ce couvercle-là n'est pas considéré rattaché à la jarre, s'il y a des liquides impurs qui ont touché la jarre, le couvercle n'est pas considéré, n'est pas devenu impur. Et s'il y a des liquides impurs qui ont touché donc le couvercle, le le couvercle est devenu impur et ni la jarre est devenue impure. En effet, le couvercle lui-même ne va pas contracter l'impureté, vu qu'il n'est pas considéré, il n'est pas un kli kiboul, il n'est pas fait pour réceptionner quelque chose à l'intérieur. Halachachet, klei nechoshet shesvatam, des récipients en cuivre qui ont été enduits de poids, et nazafet ribour. La poix n'est pas considérée rattachée à l'ustensile en cuivre, parce que les ustensiles en cuivre n'ont pas besoin de cette poix qui est dessus. Non, ve'im la yain. Et si ces ustensiles en cuivre sont faits pour réceptionner du vin, hazafet ribour kegufakli, la poix est oui considérée rattachée à l'ustensile, parce que la poix aide que le vin ne va pas s'abîmer, donc, et c'est considéré comme un yad, donc un manche, quelque chose donc, qui est rattaché à l'ustensile lorsqu'on a besoin de cet ustensile, bishat tashmisho. Halachatet, habatzek jebisil ki arriva, de la pâte, qui est chametz, qui se trouve dans une fente d'un pétrin dans lequel on pétrit de la pâte. Shenaga bosheretz, il y a un reptile
qui a touché uniquement la patte qui est dans cette fente du pétrin. Un des 8 reptiles, quand ils sont morts, ils rendent impurs, entre autres, des aliments, en l'occurrence, donc, cette patte-là. Alors la question, elle est, est-ce que le pétrin lui-même est devenu impur ou pas? Alors le Rav nous dit, ça dépend. Premièrement, ce qu'il faut voir, c'est Imbe Pessah, si c'est à la fête de Pessah ou les autres jours de l'année. Quelle est la différence? La différence, elle est qu'à Pessah, il vit sur au Chashuv. Vu que c'est une interdiction importante, c'est-à-dire que la Torah, elle dit qu'il faut annuler cette pâte-là, il faut s'en débarrasser pendant la fête de Pessah. Donc le fait même que la Torah dit qu'il faut s'en débarrasser, ça donne une importance à cette pâte. Vu que cette pâte, elle est importante, on ne va pas demander maintenant l'avis du propriétaire s'il est intéressé que cette pâte va se trouver dans la fente de son pétrin ou pas. La Torah donne l'importance à cette pâte-là parce qu'il faut l'éliminer, l'enlever de chez soi pendant Pessah. Donc, Chotzet, c'est la raison pour laquelle que cette pâte fait écran entre le sheretz, le reptile, et le pétrin. Et donc, ce qui est devenu impur, c'est uniquement cette pâte. Velonit meta arriva. Et le pétrin n'est pas devenu impur. Donc ça, c'était pendant Pessah. Non, si c'est dans les autres jours de l'année quand c'est pas Pessah, alors là, on va voir quelque chose d'autre. Si le propriétaire du pétrin ne veut pas que cette pâte va se trouver là-bas dans cette fente, dans ces cas-là, vu qu'il veut pas que cette pâte va s'y trouver, il veut s'en débarrasser, il veut l'enlever, arrive à Théora. Le pétrin, il est pur, parce qu'on considère que le reptile a touché quelque chose que le propriétaire veut enlever du pétrin, donc c'est pas rattaché au pétrin. Par contre, si le propriétaire est intéressé que cette pâte-là va rester dans la fente du pétrin pour boucher les trous, par exemple, eh bien, dans ces cas-là, au Kareva, cette pâte-là, elle est considérée comme le pétrin. Venit Metareva. Et donc, le pétrin aussi est devenu impur. Halacha Yud. Hameshichot, les fils, les cordes, les lanières, chez le mitpechot asfarim, qui sont dans on peut dire les foulards, les tissus qui enveloppent les livres de Torah, ou bien les fines cordes et les lanières qui sont sur les bavoirs des enfants. La question est, est-ce qu'ils sont rattachés à ces foulards, à ces tissus? Est-ce qu'ils sont rattachés à ces bavoirs? Alors ça dépend. S'ils étaient tfourot, s'ils étaient cousus au foulard, c'est des cousus au bavoir. Dans ces cas-là, chibo, ils sont considérés rattachés donc comme un seul ustensile, vu qu'ils vont rester toujours attachés à ces tissus, à ce bavoir. Donc si le foulard, le bavoir est devenu impur, donc les lanières, les cordes aussi sont devenues impures, et vice-versa. Par contre, ukshurot, s'ils n'étaient pas cousus, mais ils étaient attachés, c'est-à-dire qu'il y a un trou dans lequel se passe là-bas, c'est lanières, ces cordes. Dans ces cas-là, einan chibo, ils ne sont pas considérés rattachés parce qu'on peut les enlever facilement. Rien de même des lanières qui se trouvent chez Bemader. Un ustensile qui est fait pour creuser ou labourer la terre. Il a des fils qui attachent ces parties. Veshebasak, veshebakupa, est-ce qu'il est dans un sac, dans un grand panier, donc là-bas il y a des fils, des lanières qui les rattachent. Eh bien, ils sont considérés donc rattachés uniquement dans un cas où ils sont cousus. Mais s'ils sont juste, et ils passent, ils sont juste liés, rattachés, bon, ils ne sont pas considérés rattachés. Mais les lanières qui sont dans les anses des ustensiles en terre cuite, même s'ils sont là-bas, ils sont cousus dans le sens qu'ils sont rattachés de manière qu'on ne peut pas les détacher, et ils ne sont pas considérés rattachés à l'ustensile en terre cuite. Pourquoi c'est pas considéré rattaché dans un ustensile en terre cuite uniquement s'ils sont rattachés avec de l'argile, avec de la chaux, quelque chose de similaire. Halacha Yudalef. Nous allons parler du kourdum, de la hache. Maintenant, cette hache-là, et là, ce qui nous intéresse, le yad, la main de la hache. Donc, la manche de la hache. Il y a deux parties, ça ne nous intéresse pas spécialement ici. Donc, un qui est pour couper du bois et un qui est pour fendre le bois. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt donc le yad, la manche. Alors, ayot seme achrav, la partie donc qui sort de l'autre côté. Quand on dit de l'autre côté, donc c'est ce qui est au-dessus, comme on peut voir ici, dans cette partie-là, qui dépasse shalosh etzbaot, les 3 doigts qui sont au-dessus. Donc les 6 cm qui sont au-dessus sont considérés chibour, ils sont considérés rattachés à la hache.
Vayater al shalosh, imaginons donc que ce morceau de bois va aller encore plus haut, c'est-à-dire que cette manche va aller encore plus haute, ça ne sera pas considéré rattaché à la hache. Vayater al shalosh, nogabo taor, donc ce qui est plus que ça, ce qui va toucher, c'est taor, c'est pur. C'est-à-dire, imaginons que la hache, elle est devenue impure. Alors, le manche aussi est devenu impur, mais qu'est-ce qui est considéré impur dans le manche? Uniquement la partie qui est nécessaire pour la partie en métal de la hache. Donc, s'il y a des aliments, des liquides qui vont toucher cette partie-là de la hache, donc les 6 cm qui sont à côté des 3 doigts, alors ils vont devenir impurs. S'ils touchent une partie qui est plus haute, ça ne sera pas impur. Donc ça, c'est ce qui concerne ce qu'on appelle me'achorav, derrière, c'est-à-dire au-dessus. Ve'ayat, yad akardom milefana. Maintenant, la manche de la hache, donc milefanav devant, donc c'est ce côté-là, le côté où la personne elle attrape la hache. Tafar asam la barzel. Le tafar, donc tafar c'est une palme qui correspond à 8 cm. Les 8 cm qui sont proches du morceau de fer, ribour est considéré qui est rattaché, parce que ça c'est nécessaire, donc prendre la hache, on est obligé d'avoir ça. Par contre, yater, plus que ça, nogea botar, celui qui touche, il pur. S'il y a des aliments, des liquides qui vont toucher dans cette partie-là, c'est pas comme s'ils ont touché la hache qui est impure, mais ils ont touché un morceau de bois qui est pur. Maintenant, dans la Hayud Bet, on va parler de plusieurs ustensiles qui ont ce qu'on appelle shiare apargel, donc ce qui reste de cela. Shiare apargel, apargol, nous avons un compas. Donc on peut voir ici, donc le compas il est fait donc avec des morceaux de bois. Et il y a donc cette partie-là donc, qui dépasse au-dessus du compas, donc qui est un yad, qui est une manche qui est auxiliaire au compas. Le compas, ce qui nous intéresse ici, je le mets quelque part et après je fais un rond avec, donc je vais faire tourner donc, cette barre-là ou l'autre barre, je vais la faire tourner donc, pour faire un rond. Maintenant, ce yad-là, alors qu'est-ce qui est considéré, qui est lié avec ces morceaux donc, qui contractent l'impureté pour qu'ils vont aussi qui vont contracter l'impureté. Donc on parle d'un cas que le morceau de bois, donc du pargol, du compas, s'est cassé. Il faut qu'il reste un tefar, il faut qu'il reste encore donc 8 cm. Et dans ce cas-là, donc c'est considéré quelque chose qui est rattaché au compas. Mais s'il n'y a pas 8 cm, à ce moment-là, on ne peut pas faire utilisation du compas. Et donc ce morceau de bois qui fait moins de 8 cm n'est pas un yad, n'est pas une manche pour la partie en fer du compas qui est devenue impure. Et donc, il n'est pas considéré impur, donc il n'a pas contracté l'impureté. S'il va toucher des aliments ou des liquides, il ne va pas les rendre impurs. Uniquement s'il reste un tafar, à ce moment-là, le morceau de bois qui est un tafar qui est lié avec ce morceau de fer est considéré impur et donc il rendra impur des aliments et des liquides qui vont le toucher. Veyad makavet shemefatre avanim et la manche d'un maillet que les graveurs de pierre, ceux qui font des petits trous dans les pierres précieuses, se sert, il faut au moins un tefar, il faut au moins qu'il y a 8 cm. S'il y a moins que 8 cm, c'est pas considéré un yad, donc comme on l'a expliqué donc pour le pargol, pour le compas aussi. Puis il y a Kurnas shel zehavim, la manche du marteau des orfèvres. Tifraim, il faut qu'il y a 2 tfarim, donc 2 fois 8 cm, 16 cm, vu qu'ils ont un marteau qui est plus grand, il y a besoin d'une manche qui est plus grande. Shel charashim, et le marteau des charpentiers, sa manche doit avoir un shloshat tfarim, 3 tfarim pour être considéré qu'elle est un manche, elle est rattachée avec le marteau du charpentier. Avant de continuer sur le texte, voyons ici nous avons un charchour. Donc d'un côté, il est pointu, d'un autre côté, ici, il y a une sorte de pelle, une bêche. Donc, ça peut être aussi 2 ustensiles. D'un côté, ça c'est un aiguillon, donc qui est fait avec une pointe au bout, pour pouvoir motiver l'animal pour aller plus vite. On lui donne comme ça des petits coups, comme ça, il avance. D'un autre côté ici, donc, c'est une bêche, une pelle, on peut s'en servir donc pour la terre. Nous, ce qu'on parle ici, donc dans la halakha, pour tout d'abord, c'est shiare malmad abakar. Donc, ce qui doit avoir au moins du malmad, de l'aiguillon avec lequel on fait avancer l'animal. Alors, il faut qu'il y ait au moins arba tfarim, il faut qu'il y ait au moins 4 tfarim, donc qui va rester de on peut appeler ça donc du manche, de ce morceau de bois, pour qu'il soit considéré un yad au darban à la pointe, à l'aiguillon.
Yad kurdom shechof imbobdin shelmaim. La manche d'une bêche utilisée pour creuser des fosses d'eau autour des arbres, arba tfachim. Il faut qu'il y a 4 tfachim, donc 32 cm. Veyad kadom shel nakash. Et la bêche utilisée pour cercler, donc pour couper, enlever les mauvaises herbes, les mauvais bois qui sont autour de l'arbre, Hamisha, cette manche-là doit avoir 5 tfachim, 40 cm. Veyad ben patish, Hamisha, le manche d'un petit marteau, 5 tfachim. Shel patish, et d'un grand marteau, Shisha 6 tfachim. Vechen yad akurdom shel bikua. De même, un marteau qui est utilisé pour fendre du bois, alors son yad, sa manche, Veshel adir, et d'une houe, doit être shisha, doit avoir au moins 6 tfachim pour qu'il puisse être bien utilisé. Yad makavet shel satatin, le manche d'un marteau de ceux qui taillent des pierres, ceux qui rendent lisses les pierres, shisha, 6 tfachim. Maintenant, shiare amardea samur lachachu shel matechet sheberosh amardea. Les restes de l'aiguillon, mais ici dans l'autre sens. C'est-à-dire, là nous avons un charo du côté où il y a la pelle, où il y a la bêche. C'est le même ustensile que nous avons discuté au début de la halakha. On avait dit que c'était un aiguillon, de l'autre côté, donc c'était une bêche. On avait dit donc du côté de l'aiguillon, il faut qu'il reste 4 tfachim. Maintenant du côté du charo, le Ram nous dit il faut qu'il reste shiva tfachim, il faut qu'il reste 7 tfachim pour que ça soit utile. Encore une fois, juste pas perdre le fil de ce qu'on est en train de parler quand il dit il faut 6 tfachim, 5 tfachim, etc. C'est-à-dire combien ça va être utile, ça va pouvoir utiliser encore l'ustensile. Donc si on peut encore utiliser l'ustensile avec cette manche-là, et un yad, et une manche donc auxiliaire à l'ustensile, si l'ustensile est impur, donc la manche aussi elle est impure. Yad malgré fachal balebat, le reste du manche de la louche des particuliers, donc qui est utilisé pour remuer les aliments en shmonat tfachim, il faut qu'il y a 8 tfachim, shel sayadin, et de ceux qui mélangent la chaux à Sarah, il faut qu'il y a 10 tfachim. Donc tout ce qui est plus que ça, donc ce qui n'est pas nécessaire, la mesure qui n'est pas nécessaire pour tous les ustensiles que nous avons dit, par exemple si on a dit 5, si c'est 6, alors on en a un en plus qui n'est pas nécessaire. Si on a dit 10, alors s'il y a 11e, le 11e n'est pas nécessaire. Alors, tout ce qui est plus, ça va être jugé en fonction de la personne. Imrat Sabekiyumo, si le propriétaire il veut intentionnellement que ça va rester, qu'il y a plus, qu'il y a, par exemple il y a 11 à la place de 5, ou il y a 11 à la place de 10, eh bien ce qui est en plus tamé devient impur aussi avec l'ustensile. Le Ram nous rajoute, donc que yad kol meshamsheao. Et les manches de tous les ustensiles qui utilisaient avec le feu, comme par exemple les broches et les grilles, même s'ils sont très longs, ils peuvent contracter l'impureté, parce que toujours, c'est bien d'avoir un manche qui est plus long lorsqu'on a affaire avec le feu, comme ça il va pouvoir se tenir plus loin du feu. Halacha yud gimel. Makel shasaouyad le cardo, quelqu'un il a pris un bâton ordinaire, de manière provisoire, il en a fait un bâton pour la hache. Est-ce que ce bâton il est considéré comme la hache? C'est un bâton provisoire. Eh bien, il va être considéré rattaché avec la hache uniquement au moment où il est en train de travailler avec. Et donc, s'il y a une impureté qui a touché le bâton lorsque la personne est en train de creuser ou bien de fendre quelque chose avec, dans ces cas-là, nitma kardom, toute la hache elle est devenue impure, c'est-à-dire que tout, et même le morceau de fer donc est devenu impur, c'est un seul bloc au moment du travail. Même si ça touchait, il y a quelque chose d'impur qui a touché donc la partie en fer, eh bien nitma makel, le bâton il est devenu impur. Par contre, si c'est pas au moment où il est en train de travailler, au moment où il est en train de poser, il y a une impureté qui a touché donc le morceau en fer, eh bien le morceau en bois ne deviendra pas impur. Parce qu'il a été fixé de manière provisoire. Et uniquement quand c'est Bishat Mlacha, au moment même du travail, là, ils contractent l'impureté l'un avec l'autre, ils sont considérés un chibour, rattaché, lié. Vechela diustar. Le mot diustar, littéralement, veut dire deux côtés. Donc ici, nous avons deux côtés. Nous avons un bâton, de l'autre côté, nous avons un autre bâton. Il y a d'autres manières comment voir ce diustar. Donc c'est deux bâtons. Un bâton qui est fixé du côté nord-sud, et l'autre qui est fixé du côté est-ouest. Donc nous avons ici la même idée que nous avons eue
dans le cas précédent. Le cas précédent, c'était lorsqu'il y a la hache, donc il y a un morceau qui est en fer avec un morceau de bois. Ici aussi, nous avons donc un morceau de bois avec deux morceaux qui sont en fer. Donc les morceaux en fer peuvent contracter l'impureté, tandis que les morceaux en bois ne contractent pas l'impureté. Alors, est-ce que les morceaux de fer sont considérés rattachés aux morceaux de bois ou pas? Alors le Ram nous dit, je reprends encore sur le texte, donc ce diustar qui est comme deux ustensiles. A priori, d'après le Ram, ce qu'il veut souligner, deux ustensiles, c'est-à-dire deux morceaux de bois, plutôt comme on voit dans cette image, vers masmer, les morceaux en fer, donc les rattachent d'un côté à l'autre côté, mechaberotan, liot mesechalem, pour ourdir dessus les fils qui sont filés. Alors, est-ce qu'ils sont considérés rattachés, ce morceau de fer avec le morceau de bois, ou pas? Alors, on nous dit, c'est le même principe qu'on a vu avant. C'est uniquement donc, au moment où ils sont rattachés. Comme dans le cas de la hache qu'on a vu avant, à ce moment-là, ça c'est considéré rattaché. Mais si c'est pas au moment où ils sont en train de travailler, c'est pas considéré rattaché, parce qu'on les rattache uniquement au moment où on travaille. Kava diustar bakora. Si maintenant il a fixé ce diustar dans une poutre, il a fixé ça dans du bois, donc maintenant ça va toujours rester rattaché ensemble. Là, rester mekabel tout, dans ce cas-là. Le morceau de bois, il contracte toujours l'impureté, même si c'est pas au moment où il est en train de travailler. Mais cette poutre-là n'est pas considérée rattachée avec ce morceau de bois. Ce morceau de bois-là, il est un yad, il est une main, une manche pour ces fers. Donc si ils peuvent contracter l'impureté, donc le fer il devient impur, donc le morceau de bois aussi va devenir impur. Mais ce morceau de bois donc, qui est en dessous n'est pas considéré rattaché. Maintenant, dans un cas que Asa Mixatat Korat Diustar, il a pris une partie de la poutre, il en a fait ce Diustar. Tout ce qui est nécessaire donc, de cette poutre-là pour le Diustar, Chibur la Diustar, donc de là jusqu'à là, c'est considéré un Diustar, donc ces morceaux de fer qui vont rendre impur aussi cette partie-là de la poutre. Et Vanogea Bishar Hakora. Est-ce qu'il va toucher donc le reste de la poutre? Tao sera pur chez Enkolakora Chibo, parce que pas toute la poutre elle est considérée attachée. C'est-à-dire que ce morceau-là, de là jusqu'à là de la poutre, peut devenir impur. Et donc, s'il y a des aliments, des liquides qui vont toucher cet endroit-là, ils vont devenir impurs. Par contre, s'il y a des aliments, des liquides qui vont toucher l'endroit qui est au-dessus et en dessous, donc qui n'est pas nécessaire pour le diustar, eux resteront purs. Car en effet, cette partie-là de la poutre n'a pas contracté l'impureté. Avant de commencer à la Chayut Dalet, voyons plusieurs parties du chariot que nous allons discuter dans la lara suivante. Donc, nous avons donc le hol, le joug qui est au-dessus donc, de la tête des animaux. Nous avons le katrev, donc on peut voir ici la barre qui est sous le cou des animaux. Comme on peut le voir de face ici, donc le katrev, cet axe. Maintenant, pour attacher entre le joug et l'axe, donc vous avez vu devant le katrev, il y a besoin, donc il y avait deux mototes, deux morceaux de bois, un de ce côté-là qu'on peut voir, un de l'autre côté qu'on ne voit pas. Dans ce morceau de bois au bout, il y a un trou. Dans ce trou-là, le katrev, l'axe, donc qui est sous le cou des animaux, va rentrer à l'intérieur. Comme d'ailleurs, on peut le voir de face ici, donc les mototes, on voit un côté, donc un mot, un bâton. Maintenant, pour pas que les animaux vont se faire mal avec le joug et l'axe qui est en dessous, on met ce qu'on appelle un aïn, littéralement, qui veut dire un œil. Donc, en dessous et au-dessus, c'est-à-dire juste en dessous le cou de l'animal, pour pas qu'il soit en contact direct avec l'axe qui est en dessous de son cou, et juste au-dessus de la tête de l'animal, pour pas qu'il soit en direct avec le joug. Donc, c'est une sorte de sac comme ça qui entoure l'animal, c'est-à-dire en dessous le cou et au-dessus de sa tête. Maintenant, du joug qui se trouve ici, il y a deux bâtons de bois qui sortent. On peut les voir. Écrit ici, l'echaïn. Ici, il y en a un et deux. Ce un là, on le retrouve, il va en dessous. Et le deuxième aussi, il va jusqu'au sol. On retrouve encore une fois, écrit ici aussi, l'echaïn. Donc, ce sont deux pièces en bois qui arrivent jusqu'au sol et qui radoucissent déjà le sol lorsque après, c'est le morceau, le pieu qui va passer donc pour labourer. Le sol sera déjà un peu travaillé, plus tendre.
Continuons à voir, nous avons donc un bâton qui est entre ces deux animaux, qui s'appelle Avot, donc c'est un bâton, donc il y a une extrémité qui est attachée à l'attelage et l'autre donc à la charrue, donc l'attelage qui est devant, la charrue donc qui est derrière. Puis nous avons ce qui s'appelle Aïn Shel Materet, un œil en métal, donc c'est cet anneau qui rattache ce bâton-là avec ce qui est à l'arrière, avec la charrue. Maintenant, ce morceau de bois de la charrue, il est rattaché avec un borer. Un borer, qui est cette pièce qui a une forme de genou, comme berer. Au bout de ce borer, il y a le pieu, donc il va rentrer dans la terre. Donc ça, ce pieu-là, il est en fer. Il va rentrer donc pour travailler fortement la terre, pour sillonner la terre, labourer la terre. Puis nous avons le yetsoul, qui est un bâton, donc la personne qui est en train de s'occuper de labourer, grâce à cela, il va diriger le labourage, dans quel sens ça va aller. Puis nous avons encore un ustensile donc, qui s'appelle irain, avec lequel, s'il y a des gros morceaux de terre qui sont décrochés, on va les mettre en petits morceaux avec ça. Et nous avons le kherev, littéralement l'épée. Ce sont des ustensiles que le Ram va nous parler dans quelques instants dans l'Achayut Dalet. Donc, le cas qu'on a vu, on peut voir aussi donc d'après cette image de quoi ça a l'air, il y a des petites différences. Et maintenant, voyons ce que le Ram nous dit. Agal Hashenitmet, un chariot qui est devenu impur. Anogea Baol, celui qui touche l'axe, celui qui touche le joug. Ou Bakatrev, l'axe, ou Ba'ain. Et dans l'œil, on a dit c'est une sorte de sac, c'est une sorte de tissu donc qui est mis autour du cou de l'animal pour amortir la pression du joug. Ou Ba'avot, et dans le bâton qui est entre les deux animaux. Un fil ou bichat mlacha, même s'il a touché ça au moment où il est en train de travailler avec ce chariot, avec la charrue, taor, il est pur. Par contre, va nogea bacherev, l'épée, c'est-à-dire la manche, la pièce en bois qui est tenue par le laboureur, ou baborer, et dans le bâton qui a une forme de genou, c'est-à-dire donc il y a une forme de courbe qui est attachée à la pointe de la charrue, ou vayatsoul, le gouvernail, donc la pièce avec laquelle le laboureur il oriente la charrue, ou ba'ain shel materet, littéralement donc à l'œil en métal, c'est-à-dire un anneau en métal, donc qui attache le grand bâton qui est entre les deux animaux avec le bâton de la charrue à l'arrière, ou valechayaim, et dans les deux pièces en bois qui sont insérées dans le joug d'un côté et de l'autre, comme on a vu, donc ils vont jusqu'au sol, ou vairain, donc dans le morceau donc qui permet de briser les blocs de terre. Tam, il est pur, il est impur. Mais de même, une scie qui est devenue impure, celui qui touche donc la main, la manche d'un côté ou de l'autre, tam, il est impur parce que ça c'est la manche. Il y en a besoin quand on va couper avec. Il y a besoin donc de s'en servir de ces manches. Par contre, va nogea bachut ou même shicha, celui qui touche le fil ou bien la corde donc, qui est mis entre les morceaux de bois pour les faire tenir, ou ba'ama, et dans le morceau de bois qui est entre les deux yad, donc ce morceau de bois donc qui est ici, qui est entre les deux, ou ba'snifim shela, dans les petits morceaux de bois qui rattachent la partie en fer avec le yad de chaque côté, taor il est pur, she'ein le chibourla, parce que ça, toutes ces choses qu'on vient de mentionner, c'est pas considéré que c'est rattaché à la scie. Ils sont pas posés de manière fixe, mais on peut les enlever. Avala nogea bamal ben shel masar gadol. Mais celui qui touche le cadre en bois d'une grande scie, une scie de menuisier, tamé il est impur. Halachat edvav. Marbesh shel charash, la presse d'un charpentier, dans lequel donc il met des morceaux de bois pour les rendre droits. Shenitma arom archebo, et que la pièce en fer est devenue impure. Anogé abam marbesh, qui touche les bois que le charpentier se sert pour presser les autres bois, taor, il est pur, parce qu'ils ne sont pas fixés avec la pièce en fer, ce qu'on appelle le romar. Maintenant, magdeach shenitma, si une vrille devient impure, nous avons la partie avec laquelle celui qui travaille va attraper, et avec la partie qui va faire le trou. Alors on nous dit, Anoga bakashtanit chez le foufala, celui
qui touche donc à l'arc, donc c'est en forme de, on met les deux mains de chaque côté quand il met sa main, et comme ça il fait le trou. Donc celui qui touche là-bas, Tahor il est pur chez Inachibo, parce qu'il n'est pas considéré rattaché, parce qu'on a l'habitude de le détacher, de rattacher. Keshet Shaita Metucha, une arc qui était tendue. Donc il y a la partie de l'arc ici, il y a qu'elle est tendue, c'est-à-dire qu'il y a la flèche qui se trouve dessus. Et la flèche, elle est tendue avec. Anogea bayeter venitmachetz. Et la flèche, donc elle est devenue impure. Anogea bayeter ou bakachet. Celui qui touche dans l'arc et la corde. Tahor il est pur, même quand elle est tendue. Encore un autre exemple, Metsudata Ishut, un piège à taupe, Shenit Machetz Shela, que sa flèche est devenue impure. Donc ici on voit le système, comment ça marche. Ici donc il y a la taupe qui arrive. Lorsque la taupe elle arrive, donc ça fait basculer, c'est quelque chose qui est lourd, donc c'est basculer de manière que cette flèche là, boum, elle va tomber comme ça sur la taupe. Donc comme ça va tomber sur lui. Donc ça c'est, si le Ram est en train de parler ici de cette flèche-là, le nit petametsuda, donc tout le piège n'est pas devenu impur, afiluk shemetucha, même si la flèche, elle est tendue. Ren, de même, masachet nesucha, de même si la partie tissée d'une étoffe est devenue impure au cours du tissage. Mais avant ça, expliquons un peu plus comment ça se passe, donc le tissage. Nous avons des fils de trame et des fils de chaîne. Il y a la trame, il y a la chaîne. Et il y a deux koved, il y a deux poutres, la poutre supérieure, la poutre inférieure. C'est à nous de décider donc laquelle on veut. Donc celle-là, elle est supérieure, celle-là, elle est inférieure. Et pour faire passer le fil, la chaîne plus facilement dans la trame, on va dire par exemple que les fils donc numéro 1, 3, 5, tous les fils impairs donc, sont ici, et tous les fils pairs, donc 2, 4, 6, etc., sont au-dessus. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné qu'on a juste à mettre le fil de la chaîne comme ça qui passe au milieu, et après on fait descendre un nir, on fait remonter un autre, comme on peut voir dans l'image suivante. Un des pédales, quand ça on fait monter celui-là, on fait descendre l'un après l'autre, et comme ça, à chaque fois on fait passer un fil, après avoir fait passer un fil, on fait descendre, et comme ça le fil il s'est mis entre le fil de trame numéro 1 et le fil de trame numéro 2. Et la chaîne, donc comme ça, elle est passée, donc comme ça, après on va tisser. Comme on peut le voir ici, donc la poutre inférieure, la poutre supérieure, la trame, la chaîne et le batenirin, les fils qui passent dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire les fils pairs et les fils impairs, comment ils vont se mélanger. Maintenant, revenons à ce que le Ram nous dit. Il dit donc de même, c'est une partie tissée d'une étoffe qui est devenue impure au cours du tissage. Donc la partie qui a été tissée est déjà devenue impure. Maintenant, qu'est-ce qui est considéré chibour? Qu'est-ce qui n'est pas considéré chibour? Qu'est-ce qui est considéré attaché ou pas? Le Ram nous dit celui qui touche la poutre supérieure, ou bakoveda taton, la poutre inférieure, ou banirin, et dans les maillons, c'est-à-dire les trous qu'il y a entre les fils de la trame à travers lesquels on va faire passer la chaîne, ou keiros. Et le keiros, c'est une sorte de peigne avec lequel donc, on remet bien tous les fils, parce que quand on fait passer comme ça plusieurs fils de chaîne dans la trame, ils ne sont pas très serrés, donc pour les resserrer, nous avons ce keiros qui est comme un peigne, comme ça, qu'on va le tirer, comme ça va serrer tous les fils de la chaîne qui sont rajoutés. Et le fil donc, qui est mis sur le fil pour l'extrémité du vêtement, signe d'élégance, pour attacher celui-ci au cadre. Et dans un fil qui pend, qui n'a pas l'intention après de le remettre à l'intérieur, donc il y a un fil comme ça de la chaîne qui est sorti, mais il n'a pas l'intention de le remettre, par exemple c'est un long fil. Taor, c'est pur. Pourquoi? Tout ce qu'on vient de mentionner, shkol, et la bague, et tout ça, c'est pas rattaché donc à la partie du vêtement qui est devenue impure. Avalanogea, benefesh amasachet. Par contre, celui qui touche donc le nefesh amasachet, donc la bobine de fil de la chaîne qui passe au fur et à mesure dans la trame, ou bashti omet dans la partie de la trame qui se tient, donc comme on peut voir ici, ou bakaful shevir al gabe argaman.
et au double fil mis sur le fil pourpre. Donc ce double fil était à côté du fil pourpre à l'extrémité de l'étoffe pour la renforcer. Ou bien ba'ira shewati la chazira, ou bien sur un fil qui pend, mais qui n'est pas si grand que ça. Et il a l'intention après de le retirer à l'intérieur, ce fil de chaîne, et de le remettre dans le vêtement. Mais c'est impur, parce que tout ça, donc c'est rattaché au vêtement, c'est rattaché au tissu. Celui qui touche la laine qui est sur la quenouille, comme on peut voir ici, donc on peut mettre de la laine, pas mal de laine ici, comme ça, donc après on va tisser quelque chose, ou bien en bas, shvaya, donc la bobine qui est faite donc pour broder, taor, il est pur, bien qu'il va tisser ou broder ce fil-là aussi. Eh bien, ce fil, donc, il n'est pas encore attaché au vêtement, n'est pas impur, bien que le vêtement, il est impur, mais ce qui est donc pas encore rattaché au vêtement n'est pas impur. On ne considère pas ça comme un fil qu'il a l'intention de remettre après. On dit, il a l'intention de le remettre, il fait partie du vêtement. Ici, on ne considère pas ça comme ça. Maintenant, quelqu'un est en train de faire du fil. Donc, on voit ici une étoffe, il est en train de prendre comme ça, de le faire passer, et il est en train de faire du fil. Comment on fait ce fil? On a besoin d'une fusaïole. On a ici donc le tsnira, le petit morceau qui est là, qui ne nous intéresse pas maintenant. Nous avons donc cette boule-là qui est en fer, et nous avons donc ce morceau, ce fuseau qui est en bois. Donc ça, au fur et à mesure que le fil est en train de faire, il se met sur ce fuseau. Mais il ne se met pas seulement sur le fuseau, il se met aussi au-dessus. Maintenant, le fil, il est devenu impur. La question, elle est, est-ce que cette boule-là, cette pica, elle est devenue impure aussi ou pas? Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir les aliments, les liquides qui vont toucher cette pica, est-ce qu'ils vont devenir impurs ou pas? Alors là, on nous dit qu'anogea bepika, les aliments qui ont touché cette pica-là, qui maintenant il y avait des fils impurs dessus. Alors si si cette pica est là encore sur elle, elle a encore ces fils qui sont impurs dessus, on ne les a pas encore enlevés, parce que finalement on va enlever, on ne va pas les attacher. Si on ne les a pas encore enlevés, dans ces cas-là, mais les aliments liquides qui ont touché cette pica sont impurs. Maintenant, michipeira, si on a déjà enlevé ces fils, à ce moment-là, donc c'est pas considéré un ribour, un rattachement donc avec le fuseau, avec ce morceau dans lequel il y a les fils dessus, et donc taor, ces aliments, ces liquides qui ont touché sont purs. Halacha yudzayin, achut sheishil le machat, un fil qui est introduit dans le chat d'une aiguille, un fil ou cache même s'il est rattaché des deux côtés, c'est-à-dire que le fil il passe dans le chat de l'aiguille, il est rattaché de chaque côté, et il n'est pas considéré rattaché à l'aiguille, donc si l'aiguille est devenue impure, il ne devient pas impur avec elle. Il finit sur le beg, s'il a fait passer le bout de ce fil-là dans un vêtement et l'autre partie du fil à l'extérieur du vêtement, il est dans l'aiguille, ou la bague, dans ce cas-là, le fil, où il est rattaché au vêtement, il devient impur avec, la bague, par contre l'aiguille n'est pas considérée rattachée au vêtement de la même manière qu'elle n'est pas rattachée au fil. De la Ramidi, c'est pas tout le fil qui est rattaché au vêtement. La coche de uniquement la partie du fil que la personne va utiliser pour coudre le vêtement. C'est ça qui est rattaché au crochet. Parce qu'il n'est pas nécessaire, qu'il ne va pas s'en servir donc pour coudre. Et le chibou, ce n'est pas considéré rattaché. Si quelqu'un a un vêtement et il y a un fil qui s'est défait du vêtement, et l'extrémité est encore attachée au vêtement initial. Si même cette longueur de ce fil-là elle est de 100 coudées, c'est énormément. Il est toujours considéré rattaché au vêtement, même s'il n'a pas l'intention de recoudre ce fil-là dans le vêtement, vu qu'il était dans le passé une partie du vêtement. Il est encore considéré partie du vêtement. Quelqu'un qui a une corde, un fil qui est rattaché à un filet, et un fil même si il est de 100 coudées, il est considéré rattaché à ce filet, parce qu'il est supposé agrandir le filet. S'il a rattaché une autre corde à ce filet, en plus de la corde numéro 1 qu'il y avait, il a mis une corde numéro 2, et maintenant il va agrandir le filet avec la corde numéro 2, mais il y a toujours pour l'instant la corde numéro 1 qui est encore rattachée à ce filet, mais il ne va pas s'en servir pour agrandir le filet. Alors, mina kasher velifnim, le reste de cette corde-là, donc à partir du nœud qui est au bout du filet,
Alors, et les 3 doigts aussi qu'il y a à côté, c'est pas écrit clairement, c'est considéré chibou, c'est considéré rattaché au filet, minakesh, la route. Mais tout ce qui est après le nœud, donc qui est au bout du filet, et no chibou n'est pas considéré rattaché, parce qu'il n'a pas l'intention de prendre cette corde numéro 1, maintenant c'est fini, il ne va plus maintenant la mettre pour faire agrandir ce filet. Une corde qui est attachée à un panier, et une ribo n'est pas considérée comme attachée. Elle a une tafa seulement si il a cousu, à ce moment-là c'est considéré que c'est rattaché. Conclure avec un mot de chassidut, nous avons vu l'expression à tofel klicheres, ce qui prend un ustensile en terre cuite et qu'il est tofel et qui rattache, il donne une couche comme ça qui le lien, il le rattache. Et dans la Chassidut, c'est expliqué que la notion de tfila, ça vient aussi de cette expression-là, de tofel klicheres, que la tfila, c'est pas juste demander à Dieu des choses qu'on a besoin, mais c'est de se rattacher à Kadosh Baruch Hu, que Dieu fasse que très prochainement, on va se rattacher à Kadosh Baruch Hu de manière concrète et visible, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.